Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Répétez après notre bon notre bon Premier ministre François, ouvrez les guillemets, les insoumis sont méchants, très méchants, avec leurs gentils camarades du Rassemblement national. Ouh, vous y parvenez? C'est dur? Eh bien, pensez que j'ai été obligé de regarder l'intégralité du discours de politique générale du Béarnais et faites un petit effort. Vous regardez un nouvel épisode de la VAR politique et aujourd'hui, nous allons débunker les fausses traditions républicaines qui n'ont jamais existé et que l'on nous vend en 2025 comme des évidences. Ce qui va nous permettre de démontrer à quel point notre chef de gouvernement donne tout pour ne pas déplaire à Marine Le Pen, son assurance vie. C'est parti. François Bayrou au micro de la tribune de l'Assemblée nationale, un discours très attendu, notamment sur la question des retraites. Et oui, c'est parti pour un discours fleuve d'1h30 dont on peut retenir que le Premier ministre a, mélangé les choux et les carottes pour dire du mal de Parcoursup. L'obligation d'orientation précoce les perturbe et les met en danger. Les enfants ne sont pas comme les poireaux, ils poussent pas tous à la même vitesse. Ouais. Le Premier ministre a non seulement mélangé les choux et les carottes, mais aussi ses fiches lors d'un grand moment de solitude. Heureusement, François Bayrou a trouvé une bonne excuse. Je suis là. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Merci beaucoup. Dans ce nouveau monde, c'est parce que je suis un néophyte. Et donc je suis bien obligé d'apprendre ce métier. Le néophyte, c'est aussi payer une bonne tranche de Panot, de Mathilde Panot, la chef des députés insoumis, à qui le Premier ministre néophyte a répondu en faisant preuve d'une ironie mordante. Madame Panot, d'abord je veux rendre hommage à votre sens de la nuance. Je veux vous remercier de la modération de vos propos. On en a besoin dans les temps qui courent, par les temps qui courent. Ok, ça joue, comme on dit en football. Après tout, ces antiphrases formulées par Bayrou, que l'on vient d'entendre, sont un classique en politique, même pour un Premier ministre néophyte. Vous l'avez compris, il s'agit d'une figure de style pour dire le contraire de ce que l'on pense de son adversaire, en faisant semblant de le complimenter. Pour en habituer des joutes partisanes, donc pas un néophyte, puisque François Bayrou est engagé en politique depuis les années 80. La blague a d'ailleurs bien fonctionné auprès de ses fanzouzes. Mais après ce tacle à la régulière, Bayrou a pris Panot par le col pour lui reprocher de faire le jeu de puissance étrangère, une accusation, vous allez le voir, à la limite du complotisme. Se saisir de tous les sujets du pays pour en faire des sujets de conflit, ça peut servir une volonté politique ou électorale. Mais ce que nous croyons et ce que je crois, c'est que ça ne sert pas le pays. Je pense qu'il y a suffisamment dans le monde de puissances qui espèrent que la France s'affaiblisse et s'efface, pour que nous ne leur servions pas nos divisions comme un atout pour cette prise de contrôle. Alors là, le Premier ministre flirte carrément avec la théorie conspirationniste dite du parti de l'étranger. Selon lui, la conflictualisation de tous les sujets, ce qu'assume de faire la France insoumise, profiterait à on ne sait pas vraiment qui, puisque Bayrou ne les nomme pas, ces puissances qui voudraient nous contrôler. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. Et pour conclure sa réponse à Mathilde Panot, François Bayrou a fait mine de quitter ses habits de Premier ministre pour soi-disant enfiler ceux de simples observateurs de la vie publique. Et porté par un élan de modestie qu'on ne lui connaissait pas jusqu'à présent, le citoyen Bayrou a fait la leçon aux députés de gauche qu'il a jugés trop sectaires.
Trop sectaire car ces députés, souvenez-vous, en juillet dernier, ont osé refuser de serrer la main de leurs collègues du Rassemblement national lors du vote pour désigner le ou la présidente de l'Assemblée. Ces images avaient d'ailleurs tourné en boucle sur les chaînes info, mais à l'époque, ce qu'il faut bien appeler le Shifumi Gate, autrement dit le scandale du pierre-feuille-ciseau, n'avait pas fait rire tout le monde sur les plateaux. Loin s'en faut. Voilà, au lieu de se sucer à la main, il lui fait un Shifumi, Philippe Chauvelet. On est à la maternelle, là. Oui, c'est pas parti pour redorer l'image des députés et les filles dans l'opinion. C'est sûr, c'est pas très mature de faire ça non plus. C'est pas très respectueux, c'est pas très républicain. Prendre la défense d'une extrême droite outragée, d'une extrême droite martyrisée, d'une extrême droite brisée, il fallait oser, mais Bayrou l'a fait. Je n'ai pas approuvé qu'une partie, je n'ai pas approuvé à titre d'observateur et de citoyen et de militant, n'ai pas approuvé qu'une partie des élus de cette Assemblée soit ostracisée et qu'on refuse de leur donner des places dans les instances de nos assemblées. À titre personnel, comme observateur, je ne suis pas parlementaire, je l'ai été, mais je me suis toujours battu pour que tous les élus soient considérés à égalité de dignité et qu'on ne refuse pas de serrer la main des uns et qu'on ne refuse pas la promotion aux responsabilités des autres. Il ne manque à la séquence que l'on vient de voir qu'un plan d'écoute sur la ministre de la Transition écologique du gouvernement Bayrou. Je veux bien sûr parler d'Agnès Pannier-Runacher, qui, elle aussi, avait refusé de serrer la main tendue par l'extrême droite, histoire de rappeler que François Bayrou a finalement fait entrer le sectarisme dans son propre gouvernement. Cette complainte du Premier ministre, déguisé en simple citoyen, désireux de voir le Rassemblement national normalisé, en étant considéré comme un parti politique comme les autres, cette complainte ressemble tout de même beaucoup aux complaintes entendues en juillet sur l'antenne de CNews. Une ressemblance assez troublante. Regardez. Je n'ai pas approuvé qu'une partie des élus de cette Assemblée soit ostracisée. L'ostracisme dont est victime le Rassemblement national. Et qu'on ne refuse pas de serrer la main des uns. Jamais il ne serait venu à l'esprit de ne pas serrer la main qui se tend. Que tous les élus soient considérés à égalité de dignité. Sur le plan purement de l'humanité, de la considération de l'être humain qui est en face de vous. Ouais. En fait, c'est un comportement qui est inhumain. On ne refuse pas de serrer la main des uns. Je te serre pas la main, je te respecte pas. Tu es un sous-député pour moi et je te donnerai pas un poste. Et qu'on ne refuse pas la promotion aux responsabilités des autres. N'avoir aucun poste à responsabilité au sein de l'Assemblée nationale, c'est tout simplement un déni de démocratie. Qu'on refuse de leur donner des places dans les instances de nos assemblées. Ça fait partie du règlement de l'Assemblée que de respecter quand même les sensibilités politiques. Vous avez assez bien illustré ce que je dénonçais dans mon discours, c'est-à-dire de la stratégie de conflictualisation sur tous les sujets. On théorise la conflictualité et la brutalité en politique, on arrive à ça. On ne refuse pas de serrer la main des uns. Que des élus de la République ne veuillent pas serrer la main par pure courtoisie, par pure civilité. Par esprit républicain. Le comportement normal de courtoisie républicaine. Ça s'appelle l'éducation déjà. Oui. Et la courtoisie républicaine. Alors cette soi-disant tradition républicaine de serrer la main du Benjamin ou de la Benjamine de l'Assemblée chargée de superviser le scrutin, on en parlait déjà en 2012 quand Marion Maréchal-Le Pen, députée FN à 22 ans, Benjamine de l'Assemblée, n'avait pas été saluée par tous les députés. Marion Maréchal-Le Pen était bien à la tribune, mais assise de l'autre côté. Elle a joué le rôle d'assesseur, regardez, lors du vote du président de l'Assemblée, puisque la tradition veut que le doyen préside la séance, mais les 6 plus jeunes députés sont, eux, secrétaires de séance. Et tout le monde ne lui a pas serré la main comme le veut normalement la tradition. Donc c'était aussi une première. Tout le monde ne lui a pas serré la main comme le veut la tradition ? Mais que ce soit en 2012 ou en 2024, de quelle tradition parle-t-on exactement ? Car si l'on regarde d'autres scrutins, en présence ou non de députés d'extrême droite chargés de recueillir les suffrages de leurs collègues, on s'aperçoit vite que le serrage de main des députés Benjamin n'a vraiment, mais alors vraiment rien de systématique. Regardons par exemple ces archives du vote pour le perchoir organisé en juin 2017. On voit que Yaël Braun-Pivet ne serre pas la main du Benjamin de l'Assemblée.
le député Front National Ludovic Pajot. Et elle n'est pas la seule, d'ailleurs, à ne pas tendre la main, comme on peut le voir sur ces images du scrutin. Mais d'autres députés, eux, optent pour une poignée de main. En juin 2012, le jeune député UMP, Gérald Darmanin, officie comme Benjamin de l'Assemblée nationale. Et on voit que, là aussi, sur les images, le serrage de main est loin d'être systématique. Claude Barthelone, futur président socialiste de l'Assemblée, choisit, lui, tout de même, de serrer la main du jeune Darmanin. Et sur des images plus anciennes, diffusées dans les JT entre 1981 et 2002, donc sur une période d'une vingtaine d'années, on constate aussi l'absence de cette soi-disant tradition de la poignée de main républicaine. Mais revenons un instant en juin 2012. À cette époque, les médias s'intéressent particulièrement à l'attitude de Jean-François Copé. Le comportement du député maire UMP de Meaux est décrit par les journalistes comme franchement hostile à l'égard de Marion Maréchal-Le Pen et aussi hostile à l'égard du député Gilbert Collard, élu sous l'étiquette du Rassemblement Bleu Marine. Regardez ces archives. Une secrétaire de séance étiquetée Front National, du jamais vu. Tous obligés de la croiser. Certains, comme Henri Guénaud, la saluent cordialement. D'autres, comme Jean-François Copé, l'ignorent ostensiblement. Jean-François Copé, comme de très nombreux députés aujourd'hui, a choisi d'ignorer Marion Maréchal. Jean-François Copé, que l'ordre alphabétique a déjà placé tout en haut dans l'hémicycle, à côté de Gilbert Collard. Jean-François Copé siégeant aux côtés du seul député qu'il voulait éviter, Gilbert Collard, apparenté FN. Et ce qui est d'autant plus intéressant avec Jean-François Copé, c'est que 10 ans plus tard, en juin 2022, il se retrouve à devoir expliquer à François Bayrou, qui en doute, que le Rassemblement national est bel et bien un parti d'extrême droite. Regardez cette petite leçon de science politique donnée par Jean-François Copé à François Bayrou il y a tout juste 2 ans et demi. Regardez-la bien en ayant en tête qu'aujourd'hui, non seulement Bayrou n'ose plus dire que le FN est d'extrême droite, et comme si cela ne suffisait pas, François Bayrou donne des leçons de morale à la gauche afin que les représentants du RN soient impérativement salués par une chaude poignée de main. C'est assez vertigineux. Ce n'est pas vrai qu'il n'y ait qu'une gauche. Il y en a au moins 3. Ça n'est pas vrai qu'il n'y ait qu'une droite. Vous n'êtes pas du même... C'est pas la droite. Monsieur Ballard, c'est l'extrême droite. Non, non. Bah si. Je ne sais pas si ça s'appelle extrême droite, mais vous n'êtes pas sûr que c'est l'extrême droite? Il y a des forces. Des patriotes, souverainistes, nationaux. Ça, c'est la meilleure de l'année. Là, vous faites une concession. Non, je ne fais droite, aucune concession. Monsieur Bayrou, ce que j'appelle extrême droite. En mai 2002, au soir de l'écrasante victoire de Jacques Chirac sur Jean-Marie Le Pen, regardez comment sa fille, Marine, se fait snober par quasiment toutes les personnalités politiques qu'elle croise dans les coulisses de la soirée électorale au siège de France Télévisions où personne, absolument personne ne veut la saluer, ne serait-ce que d'un regard, et donc encore moins lui serrer la main. Jean-Claude Guessot, encore ministre communiste des Transports, participe à la même émission, sans un regard, pour la fille de Jean-Marie Le Pen. Il y en a un qui m'a dit bonsoir. Seulement un? Pour l'instant, oui. Vous savez, quand on dit qu'on a les parias de la politique, c'est vrai, hein. Vous le ressentez, ça? Bon, bien sûr qu'on le ressent. Comment? Comme ça. Alors, que s'est-il passé entre 2002 et aujourd'hui pour que le FN, devenu RN, soit désormais perçu à égalité de dignité, comme l'a dit textuellement François Bayrou cette semaine à l'Assemblée, au point de vouloir quasiment imposer une sorte d'obligation morale de serrer la main à ses représentants que l'ensemble de la classe politique considérait pourtant autrefois comme des parias. Ce qu'il s'est passé, c'est que les idées défendues par le parti d'extrême droite ont tout simplement été banalisées, normalisées, notamment par François Bayrou, on vient de le voir, alors que le fond idéologique de ce parti n'a pas varié. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Marie-Christine Arnautu. Écoutez cette figure historique du FN, une proche de Jean-Marie Le Pen, constatez que la plupart des idées qu'elle a toujours défendues figurent encore et toujours dans le programme du RN. Aujourd'hui, j'entends beaucoup dans les commentaires ah, mais du temps de Le Pen, c'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose, hein. Si, Marine incarne autre chose, hein. C'est une femme d'abord, elle incarne, mais enfin, sur le fond. Il n'y a pas grand-chose qui a changé dans le programme du Front. Et pourtant, tout a changé dans l'attitude adoptée à l'égard du FN, devenu RN. L'actuel Premier ministre appelle à lui serrer la main,
au nom de la dignité, tandis qu'un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, dîne avec Marine Le Pen au nom de la curiosité. C'est en tout cas comme ça qu'il a tenté de se justifier face à un Gilles Boulot particulièrement sagace. Le journal Libération révèle ce soir qu'il y a quelques mois, vous auriez dîné avec Marine Le Pen. Est-ce que vous confirmez cette information ? Oui, c'est vrai. Nous avons dîné parce qu'on se connaît peu, et on a dîné, et on a constaté à l'occasion du dîner, qui était un dîner cordial, que nous avions des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Vous aviez besoin d'un dîner pour constater ça ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Moi, j'aime bien rencontrer les gens. Marine Le Pen fait plus de 30% à l'élection présidentielle. Ça ne me dérange pas de dîner avec elle. D'ailleurs, je pourrais dîner avec elle, je pourrais dîner avec Jean-Luc Mélenchon. Et à chaque fois, je leur ferai part de désaccords qui sont sans doute très profonds sur des sujets très nombreux. C'est vrai, quoi. Il faut garder son cœur ouvert, non ? Il faut aimer rencontrer les gens, comme le dit Édouard Philippe. En plus, la tradition républicaine exige d'être gentil avec l'ex-extrême droite. Et ceux qui s'y refusent n'ont tout simplement pas de cœur. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de la VAR politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Mettez des pouces d'encouragement si vous avez aimé. Et restez connectés aux médias.